Le hurlement glaçant du lycaon résonne à travers la savane, marquant le début des chasses avec le plus haut taux de réussite de toute l'Afrique. Des milliers d'hippopotames se serrent le long de la rivière Luangwa, luttant désespérément pour leur survie entre la boue peu profonde et la chaleur torride. Mais c'est le lion qui domine cette terre, avec la plus grande population de Zambie, chassant généralement en groupe le long du lit asséché de la rivière. Bienvenue dans la savane africaine, le souverain éternel de la prairie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout n'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo? Allez, c'est parti. Sous la boue sèche et craquelée, le crocodile du Nil reste immobile, attendant en vain une crue qui ne vient pas. Sur le sol brûlé par un soleil implacable, les hyènes tachetées se disputent chaque lambeau de charogne avec les vautours affamés. Le léopard rôde silencieusement entre les cimes clairsemées de la forêt, et le seul son que l'on entend est le gargouillement de son estomac vide. La saison des pluies de 2023 à 2024 a échoué de manière dévastatrice. Le phénomène El Niño a provoqué une sécheresse dans plus de 50% de la superficie de la Zambie en raison d'une grave baisse du volume des précipitations. Dans la région du parc national de South Luangwa, les rivières se sont asséchées, les chaînes alimentaires se sont rompues. Les schémas migratoires ont été désorganisés et il y a eu une augmentation anormale des épidémies. Mais dans ce sanctuaire sauvage, la vie persiste encore avec les espèces qui savent saisir les opportunités et qui ont une soif inextinguible de survie. Tout a commencé en 1938 lorsque South Luangwa a été reconnu comme une réserve de chasse, servant de passe-temps à l'élite coloniale. Jusqu'à ce que, dans les années 1950, Norman Carr arrive à cet endroit, apportant une vision nouvelle et révolutionnaire. L'être humain peut s'intégrer à la nature sans causer la mort. C'est ainsi qu'est née la pratique du safari à pied, précisément sur cette terre. En 1972, South Luangwa a été officiellement élevé au rang de parc national, situé dans la province de l'Est, dans l'Est de la Zambie, près de la frontière avec deux pays voisins, le Malawi et le Mozambique. Ce parc national couvre une superficie de plus de 9050 km², s'étendant de l'escarpement de Mushinga jusqu'au cours sinueux de la rivière Luangwa. Depuis la dernière fissure de la vallée du Grand Rift, une vallée s'ouvre comme un évangile écrit en herbe grise brûlée, en roches brisées et en rivières rouges de sédiments. South Luangwa est le produit d'anciens mouvements géologiques, où les plaques continentales ont été étirées, formant de profondes vallées et de vastes plaines fertiles couvertes d'une épaisse couche d'alluvions. Le long de la rivière Luangwa, des lacs en forme de croissant, les bras morts, apparaissent comme des cicatrices dans le paysage, vestiges d'anciens changements de cours, créant un système lagunaire vibrant et soutenant un réseau écologique complexe. Dans ce territoire, les forêts de Mopane dominent grâce à leur résistance à la sécheresse,
tandis que les forêts de Miombo couvrent les collines plus élevées où le climat est plus frais et plus humide, devenant un refuge de survie pour de nombreuses espèces endémiques. Le climat de cette région est de type tropical semi-aride, avec une saison des pluies de novembre à avril et une saison sèche de mai à octobre. Pendant la saison des pluies, les précipitations annuelles moyennes varient entre 700 et 1200 mm, créant des conditions idéales pour le développement vigoureux des écosystèmes inondés. En revanche, la saison sèche entraîne une pénurie d'eau, forçant les animaux à se concentrer autour des quelques sources restantes, en particulier le long de la rivière Luangwa, où des scènes vibrantes et colorées de la vie sauvage prennent vie. South Luangwa est célèbre pour son impressionnante diversité biologique, abritant plus de 60 espèces de mammifères et plus de 400 espèces d'oiseaux. En particulier, le parc est le seul endroit où l'on trouve des espèces endémiques, comme la girafe de Thornycroft, Giraffa camelopardalis thornycrofti, et le gnou de Cookson, Conocete taurinius cooksoni. Central Luangwa est une terre où la vie se rassemble autour du cours de la rivière Luangwa. Au fur et à mesure que la saison sèche se prolonge, le niveau de l'eau diminue progressivement, transformant la rivière en la seule source de vie au milieu de la terre aride. L'accumulation de boue et le dépôt de sédiments au fil du temps forment d'anciens bras morts qui, même vieillis, continuent soin de regorger de vie. Le safari à pied dans le centre de Luangwa est l'une des expériences les plus marquantes, où les visiteurs parcourent de 6 à 8 km par jour, traversant forêts et savanes, suivant les traces de la faune. Sous la direction de guides expérimentés, chaque pas se transforme en un voyage à la découverte des histoires de la nature sauvage. Lorsque le coucher du soleil descend doucement sur le centre de Luangwa, la couronne est remise au léopard. Sans avoir besoin de rugissements tonitruants ou de l'escorte d'une troupe, il domine la nuit avec silence, élégance et une précision mortelle. Un véritable prédateur solitaire dans le monde sauvage. Dans la vallée de Luangwa, l'étendue territoriale du léopard varie considérablement entre les individus et les sexes. Les mâles peuvent occuper des zones allant de 28 à 56 km², tandis que les femelles contrôlent généralement des territoires plus petits, entre 3 et plus de 40 km². Ces torsions, ces territoires, et le roi se chevauchent souvent, en particulier entre les mâles et les femelles pendant la saison des amours, bien que les conflits se produisent rarement sans compétition directe. Donc, contrairement à d'autres prédateurs qui préfèrent les longues poursuites ou les chasser en groupe, le léopard opte pour une vie solitaire, silencieuse et discrète. Avec un régime alimentaire varié allant des insectes, des oiseaux, des reptiles aux ongulés, le léopard parvient à s'adapter à divers environnements, y compris les forêts sèches et clairsemées comme celle du centre de Luangwa. Contrairement aux grands prédateurs qui chassent généralement de jour, le léopard choisit l'obscurité pour devenir le souverain invisible de la forêt. Avec une vision nocturne environ 7 fois plus puissante que celle des humains, il transforme l'obscurité en un manteau parfait pour dissimuler chaque mouvement. Le pelage caractéristique couvert de rosettes fonctionne comme un camouflage parfait pour le léopard. Couché sur des feuilles sèches éclairées par le soleil, il disparaît pratiquement du champ de vision. Cette espèce peut peser de 30 à 90 kg, selon le sexe et les conditions environnementales, avec une longueur totale pouvant atteindre près de 2 mètres, y compris la queue. La capacité de chasse furtive du léopard est devenue une icône dans le monde des carnivores.
Chaque pas est calculé avec une précision chirurgicale. Chaque respiration retenue comme la tension d'un archer, gardant la flèche tendue. Au bon moment, il bondit jusqu'à 58 km/h, raccourcissant la distance en un clin d'œil et lançant une attaque foudroyante. Après avoir abattu sa proie, le léopard la laisse rarement au sol, car il sait bien que des concurrents comme le lion ou la hyène tachetée ne refuseraient jamais un festin gratuit. Avec un corps robuste et des muscles puissants, il traîne la carcasse jusqu'aux hautes branches, où seul lui peut l'atteindre facilement. Les branches de mopane peuvent être un peu courbées, mais elles sont encore assez solides pour supporter la chasse pendant plusieurs jours. Des pentes rocheuses disséminées dans la forêt de mopane, un son s'élève, fort et incisif, rompant le silence du matin. C'est l'appel du babouin chacma, l'un des primates les plus grands, les plus intelligents et les plus organisés d'Afrique australe. Ils commencent la journée avec confiance et agitation, comme si cette terre était leur territoire familier, où chaque pas a déjà été tracé il y a longtemps. Dans la vallée de Luangwa, le babouin chacma apparaît généralement sur les pentes élevées, aux lisières de la forêt et dans les zones de transition près de la rivière. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 40 kg et mesurer plus d'1,20 m, soit environ 3 fois le poids moyen des femelles. Leur pelage est généralement gris brunâtre ou gris cendré, parfois plus épais sur la nuque, ce qui facilite le camouflage dans le paysage typique de sols rougeâtres, de rochers et d'herbes basses. Ils vivent en groupe de 20 à 80 individus dirigés par un mâle dominant qui conduit le groupe, le protecte, le protège et maintient l'ordre. La structure sociale de cette espèce est assez flexible, soutenue par des comportements tels que l'épouillage mutuel, le partage de la nourriture et le soin des petits. Ces liens sociaux étroits renforcent non seulement la cohésion du groupe face aux prédateurs, mais forment également une communauté dotée d'une grande capacité d'apprentissage et d'adaptation. Étant de véritables omnivores, le régime alimentaire du babouin chacma comprend de l'herbe, des racines, des fruits, de jeunes feuilles, des graines, ainsi que des insectes, des œufs d'oiseaux, des lézards, des rats et même des oisillons. Cette flexibilité leur permet d'habiter des environnements allant des forêts clairsemées aux semi-déserts et aux régions montagneuses. Dans le centre de Luangwa, le babouin chacma suit généralement les changements saisonniers des ressources naturelles, en particulier les zones avec des arbres fruitiers le long de la rivière Luangwa ou près des marécages pendant la saison des pluies. Pendant la saison sèche, ils se déplacent généralement vers des zones plus élevées, où la visibilité est meilleure et le terrain plus complexe, ce qui les aide à éviter les prédateurs comme le léopard. Bien qu'ils soient dits vulnérables à la prédation, on a déjà observé des babouins chacma organisant des réactions collectives pour protéger le groupe, en particulier lorsque les petits sont menacés. Le babouin chacma utilise plus de 30 types de sons différents combinés à des expressions faciales et des postures corporelles pour alerter, coordonner ou exprimer des émotions au sein du groupe. Selon des études comportementales menées par la Wildlife Conservation Society entre 2023 et 2024, le langage corporel du babouin chacma varie en fonction du contexte social, de la topographie et des relations entre les individus du groupe. Cette capacité de communication est considérée comme l'un des systèmes les plus complexes parmi les primates non humains. Lorsque les derniers sons du groupe de babouins chacma disparaissent dans la forêt clairsemée, un troupeau d'impalas apparaît doucement sur l'herbe, encore couverte de la rosée du matin.
Svelte, agile et toujours en état d'alerte maximale, il ne possède ni griffes acérées, ni crocs menaçants. Seulement un instinct aiguisé et des réflexes extrêmement rapides, comme des armes de survie dans une nature pleine de dangers. Les impalas n'ont pas l'apparence féroce des grands ongulés, mais ils sont maîtres dans l'art de la survie, grâce à leur agilité supérieure. Avec un poids moyen de 40 à 75 kg et une hauteur au garrot d'environ 90 cm, les impalas ont des proportions corporelles parfaites pour des sauts allant jusqu'à 10 mètres de distance et 3 mètres de hauteur. C'est aussi la stratégie de survie qui leur permet d'échapper aux griffes des prédateurs africains en un clin d'œil. Leurs yeux grands ouverts scrutent constamment les environs, tandis que leurs oreilles crossées et dressées captent en permanence les moindres sons. Un mécanisme d'alerte constant au milieu de la végétation dense et des plaines ouvertes. Souvent considérés comme de la nourriture vivante par les yeux de divers carnivores de South Luangwa, les impalas sont loin d'être des proies fragiles. En plus d'une constitution physique résistante, ils comptent sur une stratégie communautaire efficace. Vivre en troupeau aide à réduire le risque d'attaque grâce à l'effet de dilution lorsque le prédateur doit diviser son attention entre des dizaines d'individus en mouvement simultané. Le régime alimentaire des impalas est également très adaptable. Ils se nourrissent principalement d'herbes, mais n'hésitent pas à consommer des feuilles, des bourgeons ou même des fruits si nécessaire, en particulier pendant la saison sèche de mai à octobre. Cette capacité d'adapter leur régime alimentaire permet aux impalas de survivre dans diverses conditions climatiques et types de végétation. Dès que le troupeau d'impalas se retire silencieusement à la lisière de la forêt, évitant la chaleur du début de la journée, le sol se met à nouveau à trembler sous des sons graves venant de loin. Ce sont les pas synchronisés de centaines de buffles du Cap, ordonnés et fermes comme une ancienne armée, patrouillant en silence la frontière entre la forêt et la rivière. Le buffle du Cap est l'un des ongulés les plus robustes d'Afrique. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 950 kg et atteindre près de 1,70 m de hauteur au garrot, avec de larges cornes incurvées et une partie frontale épaisse et solide appelée bosse, qui sert à la fois d'arme défensive et de symbole de pouvoir au sein du groupe. Le buffle du Cap ne vit pas seul, mais forme de grands troupeaux, parfois de plusieurs milliers d'individus. Au sein du troupeau, la structure sociale se divise en petits groupes, des noyaux familiaux dirigés par des femelles, tandis que les mâles vivent généralement séparés en groupes de célibataires, ne revenant que pendant la saison de reproduction. Des écologistes ont enregistré le phénomène de vote collectif lorsque le troupeau décide de la direction à suivre. Chaque femelle se lève et se tourne vers une direction spécifique. Le cap choisi par la majorité détermine le trajet du groupe ce jour-là. Une expression instinctive de démocratie animale. L'alimentation du buffle du Cap est principalement basée sur les graminées et la végétation tendre, ce qui le rend très dépendant de l'humidité et des cycles de croissance de la végétation. Pendant la saison des pluies, la nourriture est abondante dans les plaines, mais pendant la saison sèche prolongée, ils doivent se rapprocher de la rivière Luangwa et parfois même traverser des eaux profondes remplies de splis de crocodiles pour atteindre les champs verts de l'autre côté. Leur capacité à nager est impressionnante, démontrant non seulement une résistance physique, mais aussi un esprit de survie infatigable. Le buffle du Cap a une espérance de vie moyenne de 15 à 25 ans dans la nature.
La gestation d'une femelle dure environ 11 mois avant de donner naissance à un veau. Ce petit est généralement protégé de manière rigide par l'ensemble du troupeau, en particulier au cours des premiers mois de sa vie, lorsque les lions et les hyènes rôdent autour des points d'eau peu profonds. Des recherches à South Luangwa indiquent que le taux de survie des veaux dépend fortement de la taille et de la structure du troupeau, ce qui renforce le rôle essentiel du collectif dans le comportement de survie de l'espèce. Bien qu'il ne soit pas un chasseur, le buffle du Cap a connu sous le surnom de mort noire, un nom qui reflète son tempérament imprévisible et sa capacité à attaquer soudainement lorsqu'il se sent menacé. Peu d'espèces peuvent faire reculer un lion, mais le buffle le peut, surtout lorsqu'il unit ses forces pour contre-attaquer. C'est une preuve vivante que dans la nature, la force ne vient pas seulement de griffes ou de crocs acérés, mais aussi de l'esprit d'union et de la volonté féroce de survivre. Juste après les pas intenses du troupeau de buffles du Cap, la silhouette du lion apparaît comme le souverain suprême de la vallée de Luangwa. Au milieu de la chaleur qui monte du sol craquelé, le lion n'a pas besoin de faire étalage de sa force. Son propre silence suffit à faire retenir son souffle à toute la savane. L'origine évolutive du lion remonte à des centaines de milliers d'années, lorsque ses ancêtres ont traversé les champs gelés d'Europe, les déserts du Moyen-Orient et les vastes savanes africaines. Aujourd'hui, ces traces ne subsistent que dans la région subsaharienne et dans une petite population restante en Inde. À South Luangwa, en particulier dans la région de Central Luangwa, le lion habite encore avec une densité relativement élevée, l'un des derniers refuges naturels qui maintient encore une stabilité de population pour l'espèce. Ici, les lions vivent en groupe appelé fierté, une structure sociale cohésive où chaque individu joue un rôle vital et irremplaçable. Les lionnes sont l'âme du groupe. Elles coopèrent à la chasse, s'occupent des petits et maintiennent les liens entre les membres. Pendant ce temps, le lion mâle est responsable de la protection du territoire, expulsant les envahisseurs qui pourraient menacer la stabilité du groupe. Le climat semi-aride de Luangwa est nettement divisé en 2 saisons. De mai à octobre, c'est la saison sèche sévère. Lorsque l'eau se raréfie, la végétation se fane et la plupart des animaux se rassemblent autour des derniers points d'eau où le lion se cache à l'affût. Dans cet environnement sauvage, les lionnes marchent silencieusement comme des ombres. Elles ne sont pas pressées. Elles attendent patiemment que la proie soit à portée, puis elles peuvent soudainement accélérer jusqu'à 80 km/h. Leurs yeux voient en Polynésie 6 fois mieux que les humains dans l'obscurité. Leurs griffes sont acérées comme des lames et leurs corps flexibles sont capables de sauter plus de 11 mètres en un seul bond. Un seul coup précis à la gorge et la proie tombe sans résistance. Selon les données de Mime d'Ortaz de 2024 de l'organisation Panthera et de la liste rouge de l'UICN, la population de lions en Afrique a diminué de plus de 40% au cours des 30 dernières années, avec des estimations totales de seulement 20 000 à 25 000 individus à l'état sauvage. En Zambie, la région de South Luangwa reste un point fort en matière de conservation grâce à des efforts déterminés, à la lutte contre le braconnage, à la surveillance par satellite et à la sensibilisation des communautés locales. Certains groupes notables du centre de Luangwa, comme la Grande Fierté, qui comptait autrefois plus de 30 individus, se sont maintenant fragmentés en groupes plus petits.
répartis dans des zones comme Muamba et Insefu, continuant à écrire leur histoire de survie entre les prairies et la terre rouge de cette vallée. Après les pas silencieux du lion, le souverain des terres brûlées, les silhouettes imposantes de l'éléphant d'Afrique commencent à apparaître sur les bancs de sable le long de la rivière Luangwa. Ils avancent lentement, mais avec une majesté indéniable, porteurs de sagesse et d'un instinct de groupe, hérité de milliers de générations. Un voyage silencieux mais grandiose au cœur de la nature sauvage. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 6350 kg et dépasser les 4 mètres de hauteur au garrot, soit l'équivalent de la hauteur d'une maison de 2 étages. Cette taille colossale est à la fois un avantage et un fardeau pendant les longs mois secs, lorsque la nourriture et l'eau se raréfient. Leurs larges oreilles, en forme d'éventail, remplies d'un dense réseau de vaisseaux sanguins, fonctionnent comme un système de refroidissement naturel, aidant à réguler la température corporelle sous le soleil brûlant, caractéristique de la vallée. La longue et flexible trompe, composée de plus de 40 000 muscles distincts, est un outil multifonctionnel utilisé pour boire de l'eau, cueillir des feuilles, communiquer, toucher les autres en signe d'affection et même respirer lors de la traversée de rivières de profondes. Les défenses, en réalité des incisives supérieures qui poussent tout au long de la vie, ne servent pas seulement à creuser de l'eau dans des puits tames secs, mais aussi à abattre des arbres, à ouvrir des chemins dans la forêt dense ou à se défendre contre les menaces. Dans la rivière Luangwa, la présence des éléphants n'est pas seulement une partie du paysage naturel. Ils créent des sentiers à travers les forêts denses de méprovinces de Mopane, ouvrant des chemins pour des espèces plus petites. Ils défrichent des zones de la forêt en abattant la végétation, permettant à de nouvelles plantes donc de pousser. À chaque déplacement, ils dispersent également des graines par le biais de leurs excréments, une forme de plantation efficace qu'aucune autre espèce ne réalise avec la même efficacité. Des recherches récentes d'Elephant Voices et de Fauna and Flora continuent de prouver la remarquable capacité cognitive des éléphants. Ils peuvent se souvenir de l'emplacement de sources d'eau qui se sont taries il y a de nombreuses années, distinguer des dizaines de sons différents dans l'environnement et utiliser des ondes sonores de basse fréquence pouvant voyager jusqu'à 10 km pour maintenir le contact entre les groupes. Sans avoir besoin de cartes ou d'appareils de suivi, les éléphants connaissent tant chaque sentier, chaque zone dangereuse et chaque goutte d'eau rare sur leur vaste territoire. Dans la société des éléphants, la femelle meneuse est généralement une aînée expérimentée, comme une matriarche qui connaît profondément chaque saison de sécheresse rigoureuse. L'ensemble du groupe suit son rythme, des petits chancelants aux adultes robustes. Lorsqu'un membre du groupe tombe, les autres se rassemblent généralement autour, touchant doucement le corps inerte avec leur trompe. Un comportement autrefois considéré comme anthropomorphique, mais maintenant reconnu par la science comme un signe d'intelligence émotionnelle, une qualité rare dans le règne animal. La population d'éléphants d'Afrique diminue rapidement dans plusieurs régions en raison du braconnage et de la perte d'habitat. Selon les données publiées en 2024 par le Fonds mondial pour la nature, le nombre total d'éléphants d'Afrique sur le continent a été estimé à environ 415 000 individus, soit une réduction de près de 30% par rapport à il y a 2 décennies. Mais dans la région de Luangwa, où les initiatives de conservation communautaire, les patrouilles armées et la technologie de suivi par GPS sont appliquées de manière intégrée, les troupeaux ont encore une chance de continuer à écrire leur histoire.
Sur les cimes infinies solamment de la forêt de Mopane, la silhouette d'un oiseau plane, incliné dans le ciel de la Zambie. Son vol oscillant, sa queue courte, ses plumes noires au ton brun et son visage intensément rouge en font une figure marquante dans le paysage aride et sévère. C'est le battleur des savanes, un aigle endémique de l'Afrique subsaharienne, un voyageur silencieux, mais qui porte un pouvoir rare au sein de l'écosystème semi-aride. Le premier signe, pour identifier le battleur, est son vol caractéristique, comme une feuille sèche emportée par le vent, résultat de sa queue courte et singulière, différente de tout autre aigle. En planant dans les courants thermiques qui montent du sol, son corps se déplace avec légèreté, comme s'il dansait dans les airs. Cet oiseau contrôle un vaste territoire d'une moyenne d'environ 650 km². Il est extrêmement territorial et ne tolère aucune invasion, en particulier de la part d'individus du même sexe. Lorsqu'il détecte un intrus dans son espace aérien, le battleur effectue des vols d'attaque caractéristiques, passant au ras et plongeant vers l'adversaire à une vitesse pouvant atteindre de 80 à 90 km/h, démontrant un fort instinct de protection de son propre territoire. Sous le ciel sec de Luangwa, où les cadavres d'animaux sont les vestiges de chasse prêle brutale, le battleur agit comme un maillon essentiel dans le nettoyage de l'écosystème. Contrairement à l'image imposante typique des prédateurs solitaires, le battleur est en fait un opportuniste classique. Il chasse de petites proies comme des oiseaux, des reptiles, des insectes et se nourrit également de charognes. Avec une vision exceptionnelle, le battleur est souvent l'un des premiers à détecter une carcasse à distance, juste après les vautours. Après chaque bain, généralement dans les flaques qui restent après les pluies, le battleur ouvre habituellement ses ailes sur une haute branche, séchant ses plumes et absorbant la lumière du soleil. Ce moment rappelle l'image d'un gardien ailé, étendant ses bras pour protéger la terre en contrebas. Silencieux mais persistant, tout comme son rôle dans la nature implacable de ce lieu. Entre les marécages silencieux et les denses cimes de Mopane du centre de Luangwa, un son aigu déchire soudainement l'air. C'est l'appel de l'aigle pêcheur d'Afrique, l'oiseau de proie, symbole national de la Zambie. Il suffit que ce son résonne pour savoir que le roi des cieux s'est réveillé. L'aigle pêcheur d'Afrique est une partie essentielle du rythme biologique du parc national de South Luangwa. Avec son plumage blanc sur la tête et la poitrine, ses ailes brun foncé et son bec jaune courbé caractéristique, son image semble sculptée dans le ciel bleu et reflétée dans les eaux scintillantes. Il est largement distribué en Afrique subsaharienne, mais toujours présent en plus grand nombre près des sources d'eau où les poissons abondent. Cet oiseau de grande taille a une envergure pouvant atteindre 2,4 mètres. Ses pattes robustes sont parfaitement adaptées pour capturer des poissons. La peau rugueuse de ces plantes, combinée à des serres courbes et acérées, forme un mécanisme qui saisit fermement la proie glissante sans avoir besoin de beaucoup d'ajustements après le contact. La stratégie de chasse de l'aigle pêcheur d'Afrique est à la fois simple et efficace. Il choisit généralement un point élevé sur une branche près de l'eau pour observer. Lorsqu'il détecte un poisson nageant près de la surface, il plonge rapidement à grande vitesse, touche l'eau avec ses serres et soulève la proie d'un seul coup.
Sans hésitation, sans beaucoup d'ajustements, chaque mouvement a été affiné par des milliers de générations, atteignant une précision quasi absolue et une économie d'énergie maximale. Si nécessaire, il peut également capturer de petits oiseaux aquatiques, des reptiles ou consommer des carcasses, démontrant une flexibilité dans son régime alimentaire. Plus qu'un chasseur habile, l'aigle pêcheur d'Afrique révèle une intelligence et un opportunisme surprenants. Il est connu comme un kleptoparasite, c'est-à-dire qu'il peut voler des proies à d'autres oiseaux, comme le martin pêcheur ou le héron. Ce comportement révèle sa capacité à rivaliser intelligemment dans la chaîne alimentaire, un facteur vital dans un environnement sauvage, hostile et en constante évolution. La vie reproductive de cet oiseau se distingue par un lien durable. Il suit un régime monogame et conserve généralement le même partenaire toute sa vie. Le nid en effet de branches, construit haut dans les arbres près des rivières ou des marécages, mesurant jusqu'à 2 mètres de diamètre, est réutilisé et agrandi à chaque saison de reproduction. Chaque couvée compte généralement entre 1 et 3 œufs, et le mâle et la femelle se partagent l'incubation et les soins des oisillons. Dans l'écosystème du centre de Luangwa, la présence fréquente de l'aigle pêcheur d'Afrique est un indicateur biologique naturel. Elle révèle que le système de rivières, des praer, des et de marécages préserve encore sa pureté et sa capacité de production, fournissant des poissons et une vie aquatique en abondance. Non. D'un point de vue écologique, elle aide également à contrôler les populations de petits poissons, prévenant les flambées de points de population qui pourraient déséquilibrer la nutrition dans l'écosystème aquatique. En plus de la Zambie, cet oiseau est également le symbole de pays comme le Zimbabwe et le Soudan du Sud. Les populations de ces pays le voient non comme un symbole de courage, de vision et d'esprit d'indépendance. Sous chaque ciel habite une âme différente d'une nation. Et vous, quel est l'oiseau symbole de votre pays ? Partagez dans les commentaires pour que nous puissions le découvrir ensemble. Sous le soleil brûlant qui frappe les eaux calmes des lagunes de Luangwa, une masse couverte d'écailles reste immobile au bord de la rivière. Personne ne se doute que juste en dessous de la surface apparemment tranquille, un crocodile du Nil est à l'affût. Ses yeux froids attendent le moindre mouvement pour attaquer. Il suffit qu'un antilope baisse la tête pour boire et le seigneur des marais de South Luangwa se réveillera. La forme du crocodile du Nil est le résultat de millions d'années d'évolution et de raffinement continu. Avec un corps pouvant atteindre 6 mètres de long et plus de 680 kg, c'est le plus grand reptile d'Afrique. Il possède la morsure la plus puissante jamais enregistrée dans le règne animal, atteignant 22 680 newtons, soit 8 fois plus forte que celle d'un grand requin blanc. Sa force ne réside pas dans la vitesse ou l'agilité, mais dans la patience, l'embuscade et la précision mortelle d'un seul coup. Le crocodile du Nil est un prédateur opportuniste par excellence. Bien qu'il se nourrisse principalement de poissons, il n'hésite pas à capturer des oiseaux aquatiques, des mammifères de taille moyenne, des reptiles plus petits et même des membres de sa propre espèce si nécessaire. Dans les lagunes, où les eaux sont lentes et les poissons abondent toute l'année, il domine les zones peu profondes et les bancs de sable, étant plus actifs au début de la matinée ou en fin d'après-midi.
Il peut se déplacer à contre-courant par des canaux secondaires, utilisant sa puissante queue pour se propulser ou frapper la surface de l'eau pour étourdir sa proie. Malgré son apparence rude et sauvage, le crocodile du Nil fait preuve d'un soin parental rare chez les reptiles. La saison de reproduction commence à la fin de la saison sèche, lorsque le retrait des eaux révèle des bancs de sable, des endroits où la femelle creuse son nid. À chaque ponte, elle peut déposer entre 25 et 80 œufs enterrés sous du sable humide. Curieusement, le sexe des petits dépend entièrement de la température. Environ 31,6 degrés Celsius donnent des mâles, tandis que des températures plus élevées ou plus basses produisent des femelles, un mécanisme connu sous le nom de détermination du sexe dépendante de la température. À l'approche de l'éclosion, de petits pépiments provenant de l'intérieur des œufs signalent à la mère qu'il est temps d'aider. Elle soulève soigneusement les œufs avec son museau et les transporte jusqu'au bord de l'eau. Après l'éclosion, le mâle et la femelle peuvent en protéger les petits pendant les premières semaines, une période de forte mortalité due aux oiseaux de proie, aux grands poissons et même à d'autres crocodiles du Nil adulte. Cette espèce peut vivre plus de 50 ans en captivité et de nombreux individus dans la nature ont été enregistrés avec plus de 60 ans, une preuve claire de son impressionnante adaptabilité. À Sousse Luangwa, en particulier dans les lagunes vitales pendant la saison sèche, le crocodile du Nil maintient une densité de population stable, grâce à des politiques de conservation rigoureuses et à un habitat encore relativement intact. On pourrait penser que le crocodile du Nil est le souverain absolu des marais, mais il y a un résident que même lui respecte, l'hippopotame. Avec son corps massif, ses mâchoires comme des haches et son tempérament agressif, l'hippopotame peut déchiqueter un crocodile adulte s'il s'est provoqué. Cependant, les conflits réels ne se produisent que lorsque les ressources s'épuisent ou lorsqu'une des parties dépasse les limites. Chaque jour, l'hippopotame passe la majeure partie de son temps submergé, non pas pour nager comme les poissons, mais pour marcher ou faire de petits sauts au fond de la rivière. Bien qu'il ne sache pas nager au sens physiologique du terme, il se déplace toujours efficacement dans l'eau. Pesant jusqu'à 1800 kg chez les mâles et mesurant près de 4 mètres de long, l'hippopotame a la peau pratiquement dépourvue de poils et très sensible à la lumière du soleil. C'est pourquoi son corps sécrète une huile rosée, autrefois confondue avec de la sueur de sang, qui est en fait un mélange biologique ayant une fonction de protection solaire, antibactérienne et hydratante, une caractéristique évolutive unique chez les mammifères. À la tombée de la nuit, dans le silence des marais, l'hippopotame commence sa recherche de nourriture, sortant de l'eau par des sentiers de terre le long de la rive. Avec des lèvres pouvant mesurer jusqu'à 70 cm, il broute en coupant l'herbe au ras du sol, se concentrant sur les zones de végétation basse dans les plaines. Chaque nuit, un individu peut consommer jusqu'à 40 kg d'herbe et parcourir jusqu'à 8 km à la recherche de nutriments. Contrairement à son apparence lente dans l'eau, lorsqu'il est menacé, l'hippopotame peut atteindre jusqu'à 48 km/h sur terre ferme, un chiffre impressionnant pour un animal d'une si grande taille. Dans les marais, ils vivent en groupes sociaux appelés pods, généralement composés d'un mâle dominant, de plusieurs femelles et de leurs petits. Chaque groupe contrôle une portion d'eau spécifique et le mâle protège son territoire avec des rugissements forts, des gestes menaçants et même des combats violents qui se soldent parfois par des blessures graves ou même la mort.
La reproduction de l'hippopotame a généralement lieu dans l'eau à la fin de la saison des pluies. Après environ 8 mois de gestation, la femelle donne naissance à un seul petit, pesant entre 25 et 45 kg. Le petit peut téter aussi bien sous l'eau que sur terre et est protégé de manière rigide pendant la première année de sa vie. Un fait surprenant, mais confirmé par des analyses génétiques. L'hippopotame est le parent terrestre le plus proche des baleines et des dauphins. Ils partagent un ancêtre commun qui a vécu il y a environ 55 millions d'années, appartenant à un groupe d'ongulés semi-aquatiques ancestraux. Cela explique pourquoi l'hippopotame, bien qu'il vive en eau douce, possède tant de similitudes biologiques avec les animaux marins, comme la structure des oreilles, les narines qui se ferment et la capacité de vocaliser sous l'eau en faisant vibrer le larynx. Selon la dernière évaluation de l'UICN en 2023, l'hippopotame est actuellement classé comme vulnérable, c'est-à-dire menacé en raison de la perte d'habitat, des conflits avec les humains et du braconnage pour ses défenses. En Zambie, en particulier dans le parc national de South Luangwa, grâce aux efforts de conservation actifs des communautés locales et des organisations internationales, la densité d'hippopotames reste encore stable. Les lagunes préservées sont devenues des forteresses biologiques naturelles où cette espèce géante continue de vivre et de se multiplier. Au milieu des eaux peu profondes qui brillent sous la lumière du matin, un groupe d'hippopotames se repose immobile, avec seulement quelques dos et de petites oreilles tremblotant doucement au vent. Juste à côté, une cigogne à bec jaune marche en silence, ses pattes roses glissant sur la boue molle, comme si elle ne voulait pas réveiller les géants endormis dans l'eau. Avec son bec courbe et jaune caractéristique, elle sonde calmement la surface, jusqu'à ce que soudain, elle plonge avec une précision rapide comme l'éclair, pour capturer un petit poisson ou un insecte caché sous la boue. La cigogne à bec jaune mesure entre 90 et 105 cm de hauteur, a une envergure moyenne d'environ 160 cm et pèse environ 2 kg. Elle préfère vivre et se nourrir dans des zones d'eau peu profondes, d'une profondeur de 10 à 40 cm, où les petits poissons, les grenouilles et les insectes aquatiques ont une mobilité limitée, devenant des proies idéales pour sa stratégie de chasse particulière. La tactique de chasse de cette espèce est un chef-d'œuvre de précision. Elle utilise le réflexe connu sous le nom de réflexe de claquement de bec, un mécanisme qui permet au bec de se fermer en seulement 0,025 secondes lorsqu'il détecte le moindre mouvement dans l'eau. Pour exposer les proies cachées sous la boue ou la végétation, elle agite habilement le fond de la lagune avec l'une de ses pattes, créant un effet qui révèle la nourriture. Lorsque le poisson, le crustacé ou l'insecte apparaît, le coup rapide du bec jaune conclut l'attaque avec succès. La cigogne à bec jaune se distingue également par son haut degré de sociabilité. Elle se nourrit rarement seule, préférant chasser en groupe, parfois avec des dizaines d'individus. C'est une espèce qui niche en colonies, construisant des nids avec de grandes branches au sommet de grands arbres près des marécages ou dans des bosquets de mopanes près de l'eau. Chaque nid peut atteindre près d'1 mètre de hauteur et est réutilisé pendant plusieurs saisons de reproduction. Les oisillons sont nourris avec de la nourriture partiellement digérée, régurgitée par les parents, et les jours de grande chaleur, ils sont rafraîchis par des mouvements d'ailes ou des gouttes d'eau directement dans leur bec ouvert. Dans l'écosystème lagunaire de South Luangwa, la présence de la cigogne à bec jaune a une grande signification écologique. En tant que prédateur intermédiaire dans la chaîne alimentaire d'eau douce, elle aide à contrôler les populations de petits poissons, de crustacés et d'insectes, maintenant l'équilibre entre les niveaux trophiques.
De plus, son comportement d'agitation de l'eau pendant la chasse génère un effet qui profite à d'autres espèces, comme le jacana, qui profite du mouvement pour accéder à la nourriture déplacée. Cette interaction contribue à la formation d'un réseau biologique stratifié, stable et riche en mutualisme, une preuve vivante de la coordination naturelle entre les espèces qui partagent le même habitat. Parmi les falaises abruptes et les pentes accidentées du Miombo, le klipspringer n'a pas besoin de vitesse pour survivre. Au lieu de cela, il dépend de sauts précis au centimètre près et de sabots petits comme des pièces de monnaie pour glisser sur la roche, léger, ferme et ne glissant presque jamais. Dans les régions du sud, à l'intérieur du parc national de South Luangwa, le klipspringer a trouvé un refuge quasi parfait. Des côtes verticales, des rochers glissants et une végétation clairsemée forment un labyrinthe naturel. Seules les espèces adaptées survivent ici. Le relief, qui s'élève jusqu'à environ 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer, fait que le ruissellement de surface est rare. L'humidité est faible toute l'année et la présence humaine est quasi inexistante. La structure corporelle du klipspringer est une preuve claire de la sélection naturelle. Il mesure seulement 50 à 60 cm de hauteur, pèse entre 8 et 18 kg, avec des pattes robustes et des sabots petits mais extrêmement fermes, capables de se fixer sur des rochers lisses et coupants. Grâce à ses pattes, il peut sauter verticalement de 3 à 3,6 mètres. Un exploit extraordinaire pour un petit animal, surtout lorsque la surface d'appui ne fait que quelques centimètres carrés. Son pelage présente également des adaptations remarquables. Chaque poil est épais, rêche et creux à l'intérieur, ce qui aide à retenir la chaleur pendant les nuits froides en altitude et fonctionne comme un amortisseur pour les chocs sur les rochers. Le klipspringer vit en couple monogame tout au long de sa vie et se sépare rarement de son partenaire. Il ne migre pas de façon saisonnière, conservant un territoire fixe marqué par les sécrétions des glandes faciales et les excréments. Une carte écologique qui définit les frontières entre les couples. En cas de danger, ils se tiennent côte à côte, émettent un sifflement aigu comme un vent coupant, puis montent le plus haut possible pour surveiller la présence de prédateurs. Dans un environnement aride où l'eau n'est pas fiable toute l'année, le klipspringer a évolué pour dépendre de l'humidité présente dans sa nourriture. Il se nourrit principalement de feuilles, de fleurs et de fruits d'arbres indigènes comme le mopane, le marula et le tamarinier, des espèces dispersées dans la forêt de Miombo. Son corps compact exige peu d'énergie, un grand atout pendant les sécheresses intenses que peu d'espèces supportent. Au milieu de cette nature implacable, des miracles naissent parfois non pas de la force mais de la résistance et de l'adaptation constante. En contraste avec le klipspringer, la petite antilope qui vit accrochée aux rochers verticaux, plus bas, une silhouette différente glisse silencieusement à travers la végétation dense. C'est le guibe harnaché, l'antilope des zones de forêt riveraines, qui préfère vivre caché entre les lisières de la forêt et les buissons bas. Chaque individu adulte, en particulier les mâles, possède un corps robuste avec une hauteur au garrot de 70 à 80 cm et un poids de 40 à 80 kg. Le trait le plus marquant est la paire de cornes légèrement torsadées en forme d'épée, présente uniquement chez les mâles, qui servent à la fois d'armes lors des affrontements et indiquent l'âge et la capacité de reproduction.
Les grandes oreilles arrondies peuvent pendre pivoter indépendamment, détectant les sons de multiples directions, tandis que l'odorat aiguisé permet de percevoir les traces des prédateurs à distance. Par sa nature prudente, le gui harnaché se déplace avec une extrême douceur, évitant les sentiers communs pour ne pas laisser de traces. C'est une espèce solitaire, ne se réunissant que pendant la saison de reproduction. Au lieu d'établir un territoire fixe, chaque individu maintient une zone d'activité personnelle, rencontrant rarement les autres, même dans la même région. Bien qu'il ne migre pas sur de longues distances, le gui harnaché est assez adaptable pour agrandir ou réduire son aire de répartition en fonction des conditions environnementales. Pendant les périodes de sécheresse, il cherche les creux cachés dans les rochers ou suit les cours d'eau temporaires formés par les pluies. Notamment, cette antilope peut survivre grâce à l'humidité de la rosée sur les feuilleux le matin, un mécanisme d'adaptation crucial où l'eau est rare. Son régime alimentaire est diversifié, comprenant des feuilles, des bourgeons, des fleurs, des fruits, des graminées tendres et, si possible, des plantes aquatiques. Dans le parc national de South Luangwa, les zones reculées, pratiquement intactes par l'homme, continuent d'être un environnement idéal pour que le guibe harnaché prospère de manière stable. Toujours sur les pentes brumeuses, où le guibe harnaché se déplace silencieusement à travers la végétation sèche sous la canopée clairsemée, une odeur forte et caractéristique se répand, révélant la présence d'un chasseur discret. Des pas lents et sûrs, sans aucun bruit perceptible. C'est la hyène tachetée, l'animal le plus incompris du règne sauvage. La hyène tachetée ne vit pas seule, elle fait partie de groupes sociaux organisés appelés clans, où le pouvoir est exercé par les femelles. Chaque clan peut compter jusqu'à 80 individus répartis sur un vaste territoire, mais liés par des comportements sociaux complexes. Lorsqu'elles se réunissent, elles échangent des salutations affectueuses, renforcent leur position sociale et communiquent avec divers sons. La structure de clan de type fission-fusion permet une adaptation flexible à l'environnement de la forêt de Miombo, où les ressources sont réparties de manière inégale. Dans le biome du Miombo du parc national de South Luangwa, la hyène tachetée va au-delà du stéréotype de charognard. C'est une chasseuse résistante et rusée, opérant au sein d'une société de prédateurs complexes, rares parmi les grands carnivores. Les individus peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long et environ 82 kg, avec des corps robustes mais agiles, facilement visibles parmi la végétation sèche et arbustive. Son pelage est de couleur sable avec des taches noires irrégulières. Elle possède une courte crinière sur le dos et des oreilles rondes, des caractéristiques qui la rendent unique. Environ 60% des chasses de la hyène tachetée sont planifiées et réalisées en groupe. Lorsqu'elles poursuivent de grandes proies, elles s'organisent en meutes de 3 à 15 individus avec des rôles bien définis. Les plus forts corps réalisent de moins l'attaque directe, tandis que les autres encerclent la proie sur les côtés. La hyène tachetée peut courir jusqu'à 60 km/h et son endurance permet des poursuites prolongées. Elle poursuit jusqu'à ce que la proie s'épuise et devienne vulnérable. Sa mâchoire génère jusqu'à 4500 Newtons de force, la plus puissante parmi les prédateurs terrestres, lui permettant de briser de longs os, des articulations et même des crânes de proie. Dans la dynamique de South Luangwa, la hyène tachetée est une pièce irremplaçable. Sa présence englobe également le travail d'élimination des cadavres.
un service écologique important pour éviter les épidémies. En digérant des parties comme la peau, les sabots, les tendons et même les os, la hyène tachetée maintient la forêt propre et équilibrée. Dans la région où le terrain est en pente, la végétation rare et la saison sèche prolongée limitent les ressources, son omnivorisme et sa robustesse sont de grands atouts pour la survie. Tout comme la hyène tachetée, prédateur vivant en meute très organisée, le lycaon dépend également de la force du collectif. Lorsque le crépuscule arrive, des silhouettes agiles glissent gracieusement entre les ombres. Le lycaon est un maître dans l'art de la vie en groupe. Ils vivent en meute de 6 à 20 individus dirigés par un couple dominant. Chaque petit est soigné par l'ensemble de la meute et les individus blessés sont également soutenus. Même en atteignant la maturité, les femelles quittant la meute pour éviter la reproduction consanguine et augmenter la variabilité génétique, un comportement opposé à celui de nombreuses espèces vivant en meute. Ils communiquent constamment avec des sons, des gestes et même des éternuements. Une forme sophistiquée de vote pour décider de chasser ou de se déplacer. Chaque son ou froncement de sourcils porte une information spécifique, permettant à la meute de fonctionner comme une organisation bien soudée. Différent de tout autre membre de la famille des canidés sauvages, le lycaon est le seul représentant vivant du genre lycaon. Ils n'ont que 4 doigts à chaque patte au lieu de 5, et leur pelage tacheté de zones brunes, noires, blanches et jaunes est unique. Aucun individu n'est identique à un autre. Les grandes oreilles arrondies n'amplifient pas seulement les sons, mais agissent également comme un système de refroidissement biologique, régulant la température pendant les longues chasses à l'estin, longues chasses et les espins lors soleil. Dans le parc national de Souss Luangwa, la zone de transition entre la forêt et la savane offre un environnement idéal pour cette espèce. La taille moyenne des individus adultes varie entre 18 et 36 kg, avec une longueur corporelle de 100 à 153 cm. Bien qu'ils n'équintent pas la stature imposante de la hyène tachetée, leur technique de chasse sophistiquée et leur efficacité en font des chasseurs redoutés. La capacité de chasse du lycaon dépasse les attentes pour un canidé sauvage. Ils ont un taux de réussite allant jusqu'à 80% dans leur chasseau, tandis que les lions n'atteignent qu'entre 25 et 30%. Leur stratégie repose sur la patience et le maintien de la vitesse sur de longues distances et non sur des attaques uniques. Ils peuvent courir à environ 60 km/h sur de longs tronçons, fatiguant la proie pour l'attaque finale. Les cibles communes sont les impalas, les guibes harnachés ou les petits de gnous, en particulier ceux qui sont isolés du troupeau. La présence du lycaon est essentielle pour l'équilibre écologique. Elle aide à contrôler les populations de proies, à réduire la pression sur la végétation et à prévenir les explosions de populations d'herbivores. Cependant, selon l'UICN, l'espèce est en état de danger, avec environ 6600 adultes vivant dans 39 populations petites et génétiquement isolées en raison de la perte de corridors migratoires naturels. À Souss Luangwa, la population de lycaon montre des signes de reprise grâce à des politiques de conservation efficaces et à la réduction des conflits avec les humains. Néanmoins, des menaces telles que la maladie de Carré et la rage, ainsi que les pressions de l'expansion agricole et de la construction de routes traversant l'habitat, continuent de réduire leur espace de vie et d'affecter la durabilité de l'espèce. Dans les chaînes de montagnes rocheuses qui s'élèvent progressivement vers l'ouest, la vie continue de raconter son histoire à sa manière,
avec un rythme à la fois prudent et résilient, sans faste, sans violence, mais profondément complexe, tout comme la manière dont un groupe de singes vervés survit et se développe silencieusement. Entre les falaises, à une altitude d'environ 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer, le climat ici est plus doux que celui du fond de la vallée, avec de brèves pluies et presque pas d'eau de surface pendant la saison sèche prolongée. Ces conditions sévères représentent un défi clair, mais offrent également le cadre idéal pour observer comment un petit primate utilise chaque compétence et comportement social pour assurer la survie de son espèce. Les singes vervés vivent en grands groupes, entre 20 et 30 individus, pouvant atteindre plus de 50, une société miniature avec une hiérarchie bien définie. Le système de hiérarchie est divisé entre les mâles et les femelles. Les mâles occupent généralement des positions dominantes, mais en atteignant la maturité, ils quittent le groupe pour en rejoindre d'autres, favorisant la diversité génétique et évitant la reproduction entre parents proches. Cette espèce a développé un répertoire de communication complexe et riche. Ils utilisent de plus de 60 gestes et 36 types de sons distincts, chacun avec une signification spécifique, des alertes concernant les aigles en altitude aux avertissements de prédateurs au sol comme les léopards ou les serpents. Chaque son reflète un système cognitif social sophistiqué, permettant aux membres du groupe de se reconnaître les uns les autres rien qu'à la voix. En se déplaçant sur le terrain accidenté, les singes vervets ne se limitent pas aux arbres. Actifs pendant la journée, ils passent la majeure partie de leur temps au sol à la recherche de nourriture, mais au crépuscule, ils retournent dans la cime des arbres, d'une hauteur moyenne de 7,7 mètres, pour se reposer et se protéger des prédateurs. Leur régime alimentaire est très diversifié, comprenant des feuilles, des fruits, des fleurs, des insectes, des œufs et même de petits animaux. Cette variété alimentaire les aide à faire face à la pénurie de ressources pendant la saison sèche. Bien qu'il n'existe pas de données précises sur le nombre de groupes de singes vervés dans le parc national de South Luangwa, les observations de terrain et les enregistrements indiquent que l'espèce maintient une présence stable. L'absence de tourisme de masse et la faible pression humaine aident à éviter la fragmentation de l'habitat, offrant un environnement favorable pour que ces groupes maintiennent leur comportement naturel et réduisent la compétition avec les espèces envahissantes. Au milieu de cette nature singulière et en constante transformation, les changements climatiques cessent d'être une abstraction. El Niño a fait que la saison des pluies de 2023 à 2024 en Zambie s'est déroulée en vain, ne laissant derrière elle que de la poussière et des cendres. Plus de la moitié du pays est entré en état de sécheresse, entraînant la déclaration de l'état d'urgence en février 2024. Le joyau sauvage de la Zambie a vu des rivières complètement asséchées, là où flottaient autrefois des troupeaux d'hippopotames, ne laissant que de la boue craquelée. Les espèces migratrices ont été forcées de changer leur comportement, prises entre des champs stériles et des clôtures agricoles qui limitent leur route de déplacement. Les jours les plus arides, lorsque les sentiers le long de la rivière Luangwa sont devenus plus accessibles que jamais. Des pièges à fils sont lancés dans les forêts comme des toiles invisibles. Ils volent pour la liberté de jeunes éléphants, de lions, de lycaons et parfois même d'un babouin, simplement parce qu'ils cherchent de la nourriture. Selon le rapport annuel de 2023 de Conservation South Luangwa, l'équipe vétérinaire a réussi à retirer des pièges de 11 animaux sauvages. De plus, ils ont sauvé 4 autres vies,
2 éléphants coincés dans des flaques de boue, une girafe gestante avec des complications et un éléphanto orphelin emmené au centre de sauvetage de Game Rangers International à Lusaka. La coordination entre les patrouilles terrestres, les unités aériennes, les organisations de conservation et les opérateurs touristiques locaux a formé un système complet de réponse d'urgence, permettant des actions rapides et efficaces dans tout ce vaste écosystème. Parallèlement aux actions sur le terrain, la clinique vétérinaire de Mfuwe a effectué 19 visites communautaires, soignant 459 animaux domestiques dans les villages autour du parc. Ces actions aident à réduire le risque de transmission de maladies des animaux domestiques à la faune, un facteur crucial dans une approche de conservation globale. Souss Luangwa ne survivrait pas sans le soutien de la communauté mondiale. Diffusez les connaissances, soutenez les programmes de conservation et adoptez un mode de vie plus durable. Protéger cet écosystème, c'est protéger l'essence même, sauvage et primitive, de notre planète. Et si vous avez déjà été dans le parc national de South Luangwa, que ce soit en participant à un safari à pied ou en contemplant le ciel étoilé lors d'un safari de nuit, partagez vos histoires et vos apprentissages dans les commentaires ci-dessous. Elles seront une source d'inspiration et de force pour les initiatives de conservation et pour la préservation de l'écosystème pour les générations futures. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à suivre nos prochaines aventures extraordinaires. Ou si vous préférez, partez dès maintenant pour d'autres voyages de survie de la faune en Namibie, un voyage de survie contre les prédateurs implacables, ou, au Kenya, le secret du royaume sauvage.